On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une première production pour la nouvelle saison 2022-2023. Et on ouvre le tout avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Il y a plusieurs enjeux à l'ordre du jour, mais notamment l'avenir des golfs et le fameux sondage que vous avez peut-être reçu au cours de l'été. Quand on ferme et qu'on ouvre une nouvelle saison de télé, c'est toujours intéressant de faire le point avec le maire ou la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que là, depuis un an, il faut s'y habituer. C'est une mairesse qui est en poste. Elle s'appelle André Bouchard. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Latour, de me recevoir. Ça fait pas un an encore? Non. Presque un an. Presque un an. Avez-vous l'impression d'avoir fait le tour du propriétaire? Le tour du propriétaire, non, parce que j'ai des surprises à tous les jours. Toutefois, après 9 mois à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis quand même très fière de ce qu'on a accompli actuellement, puis de ce qu'on est capable de livrer, puis de ce qu'on va livrer encore. Bon, avez-vous passé un bon été? Oui, j'ai passé un bon été. Il y avait plein d'activités à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors c'est ce que j'ai fait. Bon, tombons dans le vif du sujet, parce qu'il y en a un qui prend beaucoup d'espace. C'est celui de l'avenir des golfs. Bon, deux choses l'une. Un, moi, personnellement, je vous trouve bien courageux de vouloir vous attaquer à ce problème-là. Alors que certains pourraient dire, bien, écoutez, on peut laisser ça aller, puis tant pis, et on verra ce que ça va donner. Mais expliquez-moi, quelle est votre stratégie à l'égard de cet enjeu-là, de la façon dont vous voulez le traiter, le sondage, le fameux PPU, le programme particulier d'urbanisme. Bref, expliquez-nous un peu de quelle façon vous voulez prendre cet enjeu-là. D'entrée de jeu, je vous dirais que c'était pas nécessairement une question de courage. Pour moi, c'était très important de faire ça à ce moment-ci parce que la question des golfs à Saint-Luc, ça a été l'enjeu des 2 dernières campagnes électorales. Un enjeu dans lequel j'ai été précipitée bien malgré moi parce qu'il y a bien d'autres enjeux à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, la stratégie, justement, ça me désole toujours un peu que ce soit ravalé à la question des golfs, parce qu'il est question ici d'un PPU sur tout l'avenir du secteur Saint-Luc où il y a des golfs. Le tout, c'est vraiment pour nous là, d'essayer de voir qu'est-ce que la population veut vraiment dans ce secteur-là. Puis la population, si elles veulent une passerelle, s'ils veulent... Puis ça, on l'a fait justement au vu et au su des besoins qui ont été évoqués par la population. Mais on a besoin d'écoles. La raison pour laquelle vous désirez de vous attaquer à ce problème-là par le biais d'un PPU, d'un programme particulier d'urbanisme. Parce que pour plusieurs, depuis plusieurs années dont on parle de ce secteur-là, mais on dit aux citoyens, n'ayez crainte parce que si un jour il y a un projet, si un jour le Conseil y est favorable, ultimement, vous aurez toujours la liberté de vous y opposer par voie de registre, ce qui pourrait provoquer la tenue d'un référendum. Or, quand on parle d'un PPU, ça veut dire qu'ultimement, le public ne pourrait pas s'y prononcer par voie de référendum. Pourquoi? Monsieur Latour, je vous rassure tout de suite, pour le Conseil, on va prendre tous les outils nécessaires pour être capable de mesurer l'acceptabilité sociale. C'est tellement vrai que dans le PPU, il n'y avait pas de sondage délibératif. Puis, dès cet été, je pense que ça a été une question de courage de faire ça durant l'été. On a mené à terme un sondage délibératif pour se donner des outils, justement, pour bien partir après ça nos exercices de participation citoyenne. Pourquoi un PPU et non pas de laisser la voie référendaire ultime que les citoyens pourraient avoir comme levier décisionnel? Parce qu'on jugeait que le développement ou l'avenir de ce secteur-là, de ce district-là, c'est un dossier suffisamment important pour être un dossier qui est amené à toute la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais est-ce que pour vous ou pour l'équipe Bouchard, est-ce que c'est un changement de stratégie? Et je m'explique. Il y a un de vos conseillers, M. François Roy, qui a quitté le navire, donc qui est maintenant indépendant, donc il a quitté votre formation politique. Et l'un des arguments qu'il a laissé entrevoir, c'était le fait que maintenant, on ne référait plus à l'option du référendum. Mais ça, c'est son interprétation parce que depuis le début que je le dis, étant le Conseil, on ne négligera aucun outil
qui va nous mettre en situation de mesurer l'acceptabilité sociale. Puis s'il y a lieu de faire un référendum ou un sondage, on va le faire. Donc, vous ne rejetez pas l'option de tenir un référendum? Pas du tout. OK. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en agissant de cette façon-là, vous donnez du carburant à vos adversaires, aux environnementalistes qui vous suivent pas à pas, peut-être à une future adversaire, l'ex-conseillère Marilyn Charbonneau, qui semble revenir dans la sphère publique, qui sera peut-être votre adversaire dans 3 ans, c'est ce que plusieurs pensent. Avez-vous pas l'impression de donner, comme on dit, de donner du gaz à vos adversaires? Pas du tout, parce que je pense que depuis le début, puis même en campagne, j'ai toujours dit qu'il fallait arrêter d'opposer le développement économique et le développement durable. Je pense qu'on est à la recherche d'équilibre, puis ça, j'ai jamais démenti ça, puis c'est vraiment vers ça que le Conseil veut aller. Bon, parlons du fameux sondage. Oui. 2, 3 questions. La première, est-ce que c'est une bonne idée de faire un sondage en plein été? Ça fait plusieurs sondages qui ont été menés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on ne s'est jamais vraiment préoccupé du moment où on allait les faire, compte tenu du fait qu'on avait déjà annoncé le 23 avril la tenue du PPU à partir de l'automne. Je pense que là, on n'avait pas tellement de marge de manœuvre pour être capable d'offrir le sondage. Puis d'ailleurs, étant donné qu'on a bien écouté la population, on l'a vu d'ailleurs, les commentaires qui ont été à ce sujet-là, on a même rallongé la période de sondage. Puis on est très content du taux de réponse. Combien jusqu'à date? On a eu plus de 1800 répondants. Et là, il est prolongé jusqu'à... C'est terminé, le sondage. C'est terminé, là. Actuellement, on est en analyse parce que c'est un sondage délibératif. Alors, c'est un sondage qui donnait lieu à des commentaires, à des suggestions. Puis, je pense qu'il y a des belles avenues. Est-ce que pour vous, le sondage était clair? Est-ce que les questions étaient bonnes? Est-ce que les questions qui étaient nécessaires étaient vraiment au rendez-vous? Certains de vos adversaires disent on avait l'impression que les questions étaient, disons, orientées. Qu'est-ce que vous répondez? Je me suis questionnée là-dessus parce qu'on a confié le sondage à une firme externe justement pour pas que ça vienne de nous, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors moi, écoute, ça faisait 1 heure que le sondage était en ligne, que je lisais sur les tribunes, répondez pas à ça, c'est un sondage biaisé. Puis jusqu'à ce que je m'aperçoive, puis je me le suis fait dire, que pour eux, le sondage était biaisé parce qu'on ne donnait pas dans les choix de réponse de conserver les golfs dans leur intégralité. Mais les gens, il y avait juste à nous le dire, ça. Puis compte tenu du fait qu'on avait fait campagne en disant qu'un statu quo était impossible, bien, je ne pouvais pas leur suggérer quelque chose que moi, je jugeais impossible. Maintenant, si eux jugent que c'est ce qu'il faut faire, bien, on va voir qu'est-ce qu'on va en faire au bout d'exercice. Parce que je vous rappelle qu'on est en début de processus. Bon. En date d'aujourd'hui, est-ce que la famille Morin et ses associés, qui est propriétaire du Golf Les Légendes, est-ce qu'ils ont, à ce jour, déposé un projet formellement? Non. Pas auprès. Moi, j'ai eu aucun contact. Je vous rassure, j'ai eu. Mais ça, c'était ma deuxième question. Avez-vous des contacts avec ces gens-là? J'ai eu aucun contact ni avec la famille Morin, ni avec les propriétaires du golf de la mairie. La mairie, oui. Puis je vous dis ça, puis il y a des gens qui pourraient vous dire que c'est pas vrai parce que des fois, je rencontre Mme Baillargeon ou je rencontre les gens, là. Par exemple... Vous abordez pas ces questions-là? Jamais, puis à aucun moment. Bon, et là, ça va se passer comment cet automne? Parce que vous dites on doit mesurer l'acceptabilité sociale. Ultimement, vous ne fermez pas la porte à un référendum. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, là, actuellement, on est en train d'analyser les résultats. Puis c'est là qu'on va voir, je pense que c'est d'ici la semaine prochaine, ça va être quoi les prochaines étapes. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être une étape de participation citoyenne. Ça, c'est certain. Puis il va en avoir plusieurs d'ici la fin du processus du PPU. Bon. Puis là, je prends une comparaison. Moi, je n'habite pas ce secteur-là. Donc, je ne suis pas vraiment, disons, touché par les impacts d'un projet comme celui-ci. Moi, je me dis comme citoyen, bon, si ma ville réussit au passage à se négocier un parc nature, puis qu'au final, la ville a un peu plus de revenus, parce qu'on veut tout le temps que la ville ait un peu plus de revenus. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que ma ville a les infrastructures pour supporter un nouveau développement? À quel moment les nouvelles écoles vont-elles vraiment arriver? Parce que s'il y a des nouvelles maisons, déjà que les écoles sont limitées à Saint-Luc. Donc, moi, ma préoccupation comme citoyen qui n'habite pas les Légendes, c'est de me dire, bien, en autant qu'ils ont des infras puis qu'ils ont des écoles,
qu'on a un petit peu de revenus puis on a un parc nature, moi, je suis partant. Mais si j'habitais sur le pourtour du golfe des Légendes, j'aurais peut-être pas la même opinion. Absolument, vous avez raison, sauf que le développement ou l'avenir du secteur Saint-Luc, ça concerne tout le monde de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que, vous l'avez dit, on manque d'écoles, on est en manque d'écoles, on est en manque d'espaces verts. Nous, évidemment, on aimerait ça faire un parc nature ou un parc avec des activités. Ça va profiter à tous les citoyens de Saint-Jean. Puis, il y a plusieurs dizaines et même des centaines d'élèves de Saint-Luc qui fréquentent les écoles de Saint-Jean. Mais si un jour vous décidez d'aller en référendum, hein, à la grandeur de la ville ou juste le secteur? À la grandeur de la ville. OK. On a fait le sondage à la grandeur de la ville, puis vous seriez étonné parce qu'il y a des gens qui sont conscients de ça, là, parce que les réponses ne sont pas venues que des riverains, là. Bon, restons dans le domaine du développement durable. Transportons-nous à l'île Sainte-Thérèse, où il y a la fameuse Pinède, où je sais que vous avez souhaité jusqu'à minuit moins une que le propriétaire qui était en défaut de paiement de ses taxes ne les paie pas, ce qui aurait permis à la ville de mettre la main sur le terrain, mais ce n'est pas arrivé, il a payé ses taxes. Là, c'est peut-être des rumeurs, mais de ce que j'ai pu comprendre, il demande un prix, disons, exorbitant pour ces terrains. Certains ont avancé la somme de 20-25 millions. C'est peut-être un peu euphorique, mais aviez-vous des négociations avec ce propriétaire-là en ce moment? Ce que je peux vous dire sur le boisé de la Pinède, à ce moment-ci, c'est que on est en train de travailler pour un plan de conservation 3 dans lequel on va avoir des stratégies non seulement de conservation des espaces verts, mais d'occupation de ces espaces-là. Il faut aussi non seulement les conserver, mais les préserver pour l'avenir. Alors, à ce moment-ci, le boisé de la Pinède, pour nous, il est comme tous les autres boisés restants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais il n'y a pas un moratoire qui arrivait à terme, là? Oui, il y a un moratoire qui arrive à terme, je pense que c'est fin 2023. Ouais. Alors, mais c'est pour ça qu'on essaie de s'activer. Puis, je pense qu'on est tous conscients aussi que ce matin, j'entendais une entrevue avec le maire de Laval, puis le nouveau livre qui a sorti. Puis, on a confiance aussi au gouvernement pour nous aider à préserver. Si le gouvernement est sérieux dans sa stratégie environnementale, il va aider les municipalités à conserver les derniers espaces verts. Parce que la ville n'a pas le moyen de dépenser des millions et des millions et des millions pour acquérir ces terrains-là. Bien, compte tenu du pacte fiscal actuel, puis que notre principale source de revenus, c'est les taxes citoyennes, la réponse est non. Logement abordable. Oui. Là, vous allez devoir m'expliquer quelque chose. On sait qu'il y a un problème de logement abordable sur le territoire. Et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète à nouveau, vous faites partie des rares politiciens et politiciennes qui ramènent cet enjeu-là à l'avant-plan. Bravo, et tant mieux. Vous avez fait des demandes, mais j'ai été, disons, un peu surpris, voire estomaqué, quand j'ai vu qu'on a déposé des demandes, puis là, vous me corrigerez, mais que la demande était incomplète. Puis je sais que c'est pas vous qui avez rempli le papier, là, mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui est imputable de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ça. Bien, d'abord, je suis toujours en attente du bureau de M. Lemieux à cet effet-là, parce que M. Lemieux était censé aller aux nouvelles de ça, justement. Où est-ce que ça achoppe? Puis je pense que là, actuellement, on est en période électorale. Alors, je peux comprendre les délais de ça. Moi, je suis pas très inquiète dans la mesure où, vous avez raison, c'est pas la ville. La ville, nous, on fournissait des terrains. Ça va. Puis c'est un OBNL qui déposait. Je suis pas très inquiète parce que je suis certaine, bien, ça m'a été confirmé, qu'il va y avoir un deuxième dépôt de projet. Puis, à ce moment-là, on aura sans doute de l'accompagnement pour remplir les demandes. On étant l'OBNL, de l'accompagnement pour remplir les demandes. Puis, je suis pas inquiète aussi dans la mesure où est-ce qu'en Montérégie, il y a eu 99 logements abordables qui ont été accordés dans toute la Montérégie, alors que vous savez comme moi que tant à Grenby qu'à Sorel, qu'à Valleyfield, les besoins étaient parce que immenses. l'impression qu'on a, c'est qu'on fait pitié, mais pas assez. Bien, moi, c'est la réponse que j'avais faite à M. Lemieux quand j'ai su qu'on en avait 0 sur les 74 qui étaient demandés. C'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que j'espère que les autres avaient plus besoin que nous. Oui. Mais de l'autre côté, puis je comprends que c'est l'OBNL qui remplit la paperasse, là, mais est-ce qu'on peut s'arranger pour les aider
pour que la paperasse soit remplie correctement. Je vous promets que la prochaine fois, il n'y aura rien qui va manquer. Ça fait un peu spécial. Ben non, c'est comme s'il manquait un bout de papier puis on ne l'avait pas. Là. Bien, encore faut-il savoir. Puis là, je reçois ce que vous me dites, là, puis ça me fait de la peine, puis ça va jusqu'à me choquer, là. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui manquait, là. On se rappelle que des demandes de subvention, c'est pas simple, là. Ah, j'en doute pas. Puis entre vous et moi, des OBNL, ça n'a pas des spécialistes en demande de subvention. Alors, mais la prochaine fois, on va être au rendez-vous. Parlons des travaux dans le Vieux-Saint-Jean. Deux choses l'une. Bon, il y a tout le temps un peu de grogne parce que les gens trouvent que ça prend énormément de temps. Il y a de l'impact sur des commerçants. On l'a vu et on les comprend. Quoique là, c'est rouvert là, depuis pas très, très longtemps et tout le monde est bien heureux du résultat. Donc, on l'a vécu en avant de la trinquette aussi, où on trouvait ça très, très long, mais je pense que personne ne reviendra en arrière. Qu'est-ce que vous dites aux commerçants ou même aux citoyens qui trouvent que c'est long? Qu'est-ce que je leur dis? D'être patient? Écoutez, ben non. D'abord, je le sais à quel point c'était irritant, étant moi-même à la ville de Saint-Jean, puis étant obligée de traverser à la MRC régulièrement. J'étais à même de constater que les gens se plaignaient pas pour rien. Mais je vais faire une analogie, Monsieur Latour. Vous avez déjà fait des travaux dans votre cuisine. Vous savez comment c'est long, c'est long. Ardu, mais après ça, le résultat en vaut la peine. Alors moi, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que les travaux, évidemment, ça a été très irritant, puis je suis certaine que ça a coûté cher à tout le monde, pas juste en taxes, ça a coûté cher en temps, en énergie, mais le résultat en vaut la peine. Actuellement, il reste juste à enlever les poteaux. Alors, ça achève, ça ne nécessitera pas une fermeture de rue. Il reste aussi la place publique. Alors, moi, je pense que le résultat va être extraordinaire, puis ça va être une source de revenus pour tout le monde parce que notre centre-ville, il va être très beau. Puis on n'a pas terminé parce qu'on a la rue du Quai aussi qu'on veut rendre plus belle dans les semaines, mois qui s'en viennent. Là, on fait des travaux dans le secteur de l'ancien restaurant Samuel. Oui. Et là, la section qui est derrière vous, elle est prévue non pas pour l'été prochain, mais pour l'été suivant. On parle de l'été 2024. Oui. C'est un peu une répétition, là, ce qu'on a vu, dans le fond. Oui, mais au regard de ce qu'on a vu comme trafic, je le sais que ça va être long et pénible pour les commerçants, mais au moins, pour traverser le pont, là, c'est un gros irritant qu'on ne puisse pas tourner à gauche à la sortie du pont quand on s'en venait d'Iberville. Mais ça, je vous le dis parce que moi, parfois, je suis de l'autre côté, du côté est, puis j'ai affaire à revenir dans le centre-ville. C'est pas compliqué. Évidemment, je m'en vais à la station de radio. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois monter jusqu'à Jacques-Cartier pour revenir. C'est incroyable. Il ne pourrait pas y avoir un clignotant, la lumière verte qui clignote, disons, 5 secondes, au moins le temps de laisser passer 2-3 autos. Je pense que le comité de circulation est très au fait de cette problématique-là qu'on constate à chaque fois. Mais il y a une question de distance du pont, de distance entre les lumières. Ouais. Écoutez, c'est un calcul d'ingénieur que je ne pourrais pas vous faire aujourd'hui. Bon. Le 40 km/h, c'est fait? C'est pour quand? C'est partout? Bien, le déploiement, actuellement, c'est le déploiement des pancartes. C'est du côté est. Ça achève, je pense que ça va se terminer cette semaine ou la semaine prochaine. Puis après ça, ça va se déployer à Saint-Jean, du côté ouest. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas faire ça tout dans la même nuit, là, puis que demain matin, ce soit tout à 40 km/h. Alors, on s'attend à ce que ce soit... je pense que les policiers vont être conciliants. Actuellement, c'est toujours le 50 qui est de rigueur. Puis, on avait parlé autour du 15 novembre, du 1er décembre. Alors, là, je ne peux pas vous dire la date exacte où est-ce que ça va être en vigueur. Bon, parlons d'un enjeu de sécurité publique qui est nouveau en Montérégie. Puis même moi, je l'ai vécu récemment... je dirige les stations de radio Boom à Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. J'ai dû appeler la Sûreté du Québec parce qu'il y avait un itinérant qui était couché dans le portique. On ne pouvait même pas ouvrir la porte. J'ai des employés, évidemment, qui n'étaient pas confortables avec ça. On ne sait pas si la personne elle est violente ou non. Encore ce matin, là, 2 fois, là, j'ai vu 2 itinérants se balader dans le centre-ville. Vous en voyez également. Je sais que c'est un problème qui n'est pas... ça ne se règle pas comme ça. Je le sais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? L'hiver s'en vient aussi. Comment on compose avec ça? D'abord, je suis contente que vous soyez conscient que c'est un problème
humain important. Ouais. C'est un problème qui est associé maintenant aux villes, puis pas nécessairement toujours les plus grandes villes. Non, là. plus maintenant. Non, absolument plus maintenant. On a un comité administratif à la ville qui se réunit à toutes les semaines, que ce soit la direction des loisirs et du service communautaire, avec les policiers. Moi, j'ai très confiance. On va avoir 2 travailleurs de rue. On a une entente avec le CIUS, puis on va avoir des travailleurs de rue. J'ai confiance que il y a des travailleurs de rue qui vont être capables de développer des liens avec ces gens-là. C'est pas tous des itinérants irrécupérables qui souhaitent rester, des rebelles qui veulent rester dans la rue. Alors, moi, j'ai confiance qu'avec le temps, puis avec les énergies, puis les personnes qui vont arriver bientôt, on va être capable d'en sortir quelques-uns de la rue, puis sans dire qu'on va les remettre sur le droit chemin, mais au moins de les mettre en action. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de cercle vicieux. Je reprends mon exemple de Saint-Hyacinthe la semaine dernière. Moi, j'ai appelé la Sûreté du Québec, pas tant parce qu'il me dérangeait, moi, parce qu'il était fortement intoxiqué, puis je craignais pour sa vie. Bon. Mais en même temps, il n'est pas violent contre les autres ou contre lui-même. Le policier lui demande simplement de circuler. Là, actuellement, il est en règle avec la justice, mais un jour, il va devoir comparaître. Il ne se présentera pas. Là, il va être recherché, il va avoir un mandat d'arrêt. Là, on va le ramener à Sorel. Il va faire 2-3 nuits. On va lui donner un billet d'autobus pour qu'il retourne dans sa ville d'origine. C'est un cercle vicieux, puis au final, c'est les villes qui sont un peu pris avec ça, et les services de police, là, que ce soit municipal ou de la Sûreté du Québec. Puis ultimement, le problème, il tombe dans votre cour. C'est un peu ça. Là. Puis c'est peu dire dans ma cour parce que moi, je suis à l'hôtel de ville tous les jours de 7 heures le matin jusqu'à ce que je parte. Puis sous les fenêtres, je suis consciente de ça, mais on est conscient aussi que c'est multifactoriel. Là. Il y en a, oui, c'est un manque de logement pour quelques-uns, puis la pandémie a empiré ça, mais il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de toxicomanie. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler avec les gens en santé là-dessus. Le centre de jour qui est sur la rue Champlain, coin Place du Marché, est-ce que c'est le bon endroit? Il est fermé. Ah, il est fermé, là? Il est fermé depuis le 30 juin, je pense. Le 30 juin ou le 31 juillet. Il est fermé. Il a été fermé. On les voit encore circuler et rentrer et sortir. Le centre de jour est fermé. C'est pour ça que Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis avec d'autres services, on s'organise à tout le moins pour que les itinérants aient quelques services, c'est-à-dire de la nourriture, parce qu'il faut quand même s'en occuper pour qu'il y ait pas de méfaits chez les citoyens. C'est ça, exactement. Parce qu'on est en responsabilité envers nos citoyens, là. Mais il n'y a plus de centre de jour. Actuellement, on a été en recherche depuis que le centre de jour est fermé, mais on est en négociation. Il devrait avoir un centre de jour qui devrait ouvrir pour le 1er octobre. Bon. Il me semble que l'enjeu de l'aéroport, on en entend peu ou pas parler. On en est rendu où par rapport à l'aéroport? Je suis tellement contente que vous me disiez ça parce que moi, j'ai une primeur à vous annoncer. Bon, ben, allez-y. J'ai une primeur, M. Latour. J'ai une primeur parce qu'on a eu un plénier la semaine dernière. Alors, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va déléguer la gestion de l'aéroport à un OBNL sous la responsabilité de NextDev, notre organisme de développement économique. Ça, c'est dans l'objectif, évidemment, de travailler pour le mieux-être ou le mieux vivre ensemble avec les activités aéroportuaires puis le développement économique. OK, donc ça va se faire sous peu, là. Absolument. On va établir ça, c'est vraiment une décision qu'on a prise la semaine dernière. Alors là, on va établir un protocole avec NextDev. L'intention de la Ville, c'est d'établir un protocole avec NextDev. Alors, on pourra s'en reparler plus longuement bientôt. Donc, un festival de montgolfière qui, cette année, a bien été, beaucoup d'envolées, une belle météo, une belle programmation, probablement même un surplus budgétaire, selon ce que j'ai entendu. Bref, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'édition 2022 des montgolfières? Bien, l'édition 2022... toutes les planètes étaient alignées. Je pense que tout le monde était au rendez-vous. Il y a eu la participation des citoyens aussi. C'est sûr qu'après 2 ans, je pense que le festival, l'international a eu d'autant plus de mérite qu'après 2 ans, il a fallu
qui composent aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, comme tout le monde. Et en plus, ça, c'est sans compter l'inflation. L'inflation. Alors, le coût de tout ce qu'il fallait mettre en place pour l'international. Alors, je pense que c'est un beau résultat. Probablement que le président de l'International sera en mesure de vous parler plus en détail des résultats financiers. Oui, exactement. Là, on est en campagne électorale au Québec. Avez-vous dressé votre liste d'épiceries auprès des candidats de toutes les formations politiques? Évidemment qu'on a une liste d'épiceries. Toutefois, justement pour leur faire part des besoins des citoyens puis de ce qui est important pour l'avenir de notre communauté. On a l'intention de rencontrer tous les candidats aux élections provinciales dès la semaine prochaine. On les a invités à une rencontre où tous les membres du conseil et moi-même seront présents. Bon, on l'a dit en début d'entrevue, la priorité, c'est quoi? C'est une école primaire, une école secondaire, une école professionnelle des métiers? Sujet que vous connaissiez bien. Du temps où vous étiez à la commission scolaire, les infras, chemin des patriotes, une passerelle, je ne sais pas. Avez-vous d'autres choses dans votre liste d'épicerie? Écoutez, on a plein de choses dans la liste d'épicerie, puis ça va nous faire plaisir de vous en parler après qu'on aura rencontré les candidats. OK. Parce qu'une municipalité, c'est beaucoup interrelié aux subventions provinciales qu'on peut obtenir sur des projets. Même, on n'en a pas beaucoup parlé, ça viendra peut-être, mais l'hôtel de ville, on fait quoi? Est-ce qu'on y va sur la rue Saint-Jacques? Le garage municipal, c'est un gros méga projet. Donc, il y a beaucoup au programme triennal d'immobilisation, il y a beaucoup de projets sur la planche. Là. On est à l'étude pour la question du garage. L'hôtel de ville, ça, je pense qu'on est très bien où on est pour l'instant, tout le moins. Mais le garage municipal, il y a une question d'efficience là-dedans parce qu'on a encore le legs de la fusion. On a plusieurs bâtiments municipaux qui sont désuets. Puis je pense que quand on veut travailler ensemble, parce que c'est le fait qu'on travaille ensemble qui fait qu'on est capable d'avoir des résultats. André Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Latour. À bientôt. Il y aura 3 ateliers créatifs présentés au domaine Trinity. C'est offert gratuitement. Vous n'avez pas besoin nécessairement de prendre rendez-vous. Vous avez les dates actuellement à l'écran. Ce sont des artistes de la région qui vont participer à ces ateliers créatifs. Donc, allez faire votre tour au domaine Trinity.